Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 Bretagne. Bienvenue dans Dimanche en politique. Voici tout de suite le sommaire de l'émission. Et tout d'abord, comme chaque semaine, terrain politique. On vous proposera une rencontre avec le maire de Carnac, Olivier Lepic. Et une question, des maisons secondaires vides tout au long de l'année. Est-ce aujourd'hui un problème pour les stations balnéaires? Également le décryptage de la semaine avec notre politologue Thomas Frino. Dans un climat de tension entre l'État et les collectivités, dans un contexte d'austérité budgétaire, le département a-t-il encore de l'avenir? On verra ça avec lui. Une question qui va bien sûr intéresser notre invité de la semaine. Nous recevons aujourd'hui Jean-Luc Chenu, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Jean-Luc Chenu, que l'on va tout de suite accueillir et à qui on va soumettre le croquis de notre dessinateur Loïc Schwartz. Bonjour Jean-Luc Chenu, merci d'être avec nous. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, c'est un peu le sens de ce dessin. On vous voit accueillir avec enthousiasme Bernard Cazeneuve, ancien ministre de l'Intérieur, ancien Premier ministre de François Hollande. Vous faites partie de ceux qui, au PS, souhaitent son retour à la lumière. Oui, bien, ce dessin me convient bien parce que c'est aussi l'expression d'une forme de fidélité. Et je pense qu'en politique, ça compte aussi. Bernard Cazeneuve a sans doute été un des éléments les plus marquants du précédent quinquennat. Je pense qu'il a montré sa stature d'homme d'État. Je pense que c'est quelqu'un qui a une capacité à fédérer aussi. Alors aujourd'hui, il a pris un peu de recul pour la vie politique. Mais vous êtes plusieurs à demander à ce qu'il reprenne un peu Je suis en tout cas certain qu'on ait un certain nombre à le souhaiter. Et pourquoi pas François Hollande, qui lui pose aussi des petits cailloux et qui se montre encore dans les médias. J'ai soutenu François Hollande pendant la durée de son quinquennat. Je pense que l'exercice est peut-être un peu particulier pour un ancien président de la République. Je ne crois pas qu'on ait de référence d'un retour réussi, mais je dirais qu'il faudra voir les choses. Et puis, nous n'en sommes pas encore là. Ce sont des échéances encore un petit peu lointaines, mais je suis convaincu, en tout cas, que le Parti socialiste a besoin de quelqu'un de la stature de Bernard Cazeneuve. Après, il lui appartiendra de décider s'il veut en être ou pas. Olivier Lefort, l'actuel premier secrétaire du PS, pour vous, n'imprime pas assez? Alors, Olivier Faure, je pense que sa mission est différente un petit peu. Il s'agit d'abord de reconstruire le Parti socialiste, qui est quand même dans une situation difficile. Chacun le sait. Je crois qu'il le fait avec beaucoup d'engagement, beaucoup de sincérité aussi. J'ai soutenu sa démarche. Je pense qu'après, une démarche encore plus globale qui est de rassembler très largement, au-delà du seul Parti socialiste, c'est peut-être une mission un petit peu différente. Mais voilà, je peux avoir des aspirations personnelles. Il y aura un test avec les prochaines élections européennes que l'on prédit catastrophique pour le PS. On voit dans les sondages, vous êtes loin derrière, même le mouvement Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan. À cela s'ajoutent des problèmes de casting pour les têtes de liste. Pierre Moscovici, actuel commissaire européen, a décliné l'invitation à être tête de liste. Il dit notamment « Les conditions ne sont pas réunies, le PS n'a pas pris la mesure du défi existentiel auquel fait face l'Europe ». Il y a un problème de logiciel aujourd'hui, de disque dur pour le PS? Oui, je pense que le PS a besoin d'affirmer une ligne très claire sur les questions de construction européenne. Et je crois que tant qu'on était dans certaines ambiguïtés, ça pro-européen. Pour moi, oui. En tout cas, ma ligne, elle est résolument pro-européenne et je crois que c'est aussi le socle de l'histoire contemporaine du Parti socialiste et que peut-être il faut sans doute dépasser définitivement certains débats. Donc finalement, le vote utile pro-européen, c'est le vote Macron, non, aujourd'hui? Je pense qu'il y a une dimension de construction et d'affirmation d'une Europe sociale qui n'est pas suffisamment portée et que peut-être le rôle justement du Parti socialiste, c'est d'apporter cette expression-là au niveau européen, sachant aussi qu'on a besoin de le porter collectivement avec d'autres formations politiques européennes et le mouvement social-démocrate européen, on ne peut pas le mettre de côté. Alors la politique, c'est aussi l'épreuve des dossiers au quotidien. Et pour cela, chaque semaine, nous avons notre rendez-vous terrain politique. Pour ce nouveau numéro, Anthony Mastou est allé à la rencontre du maire de Carnac, Olivier Lepic. Comme dans beaucoup de stations balnéaires, ici après la saison touristique, c'est le retour au calme et de nombreuses maisons secondaires ont fermé leurs volets. Alors avec quel impact sur la vie de la commune? Regardez. L'été s'en est allé, l'automne est arrivé. Et à Carnac, comme dans de nombreuses stations balnéaires du littoral, les volets des résidences secondaires se sont fermés. Madame là, elle s'en va, ceux-là, ils sont... Ah ben, ils sont déjà partis, tiens. Il y en a une autre là. La moitié de la maison est ouverte. Et puis en bas, là, un petit peu plus bas, il y a encore 2-3 personnes qui habitent. Non, il n'y a pas grand monde dans la rue. Carnac compte 72% de résidences secondaires. Et les prix de l'immobilier se sont envolés. 3 800 € en moyenne, le mètre carré. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Des transactions qui relèvent d'un marché privé. Mais cet été, le maire de Carnac a néanmoins dû faire face aux attaques du collectif Dispatch,
qui dénonce cette situation. C'est ce que vous collez partout en Bretagne. On a collé depuis le mois de mars sur les volets fermés des résidences secondaires partout en Bretagne. Ça me gêne parce que coller sur des résidences, des affiches ou des signes ostentatoires, je trouve que c'est pas des méthodes très... Enfin, moi, ça me rappelle des périodes un peu sombres de notre histoire. C'est complètement désert, c'est complètement mort, il n'y a plus de dynamique. On a quasiment que des retraités qui sont là. Alors ça aussi, c'est faux. Plus, c'était bien pire dans les années 50 ou 60. Aujourd'hui, il y a une vie toute l'année. Il y a des commerces à Carnac-Plage qui sont ouverts toute l'année. On ira tout à l'heure, je vous montrerai. Et donc, ce que disent aussi ces gens, c'est que voilà, nous, on est jeunes, on aimerait pouvoir s'installer peut-être ici, acheter des maisons, acheter des terrains, et on ne peut pas parce que c'est trop cher. Vouloir vivre dans un endroit où on peut acheter, c'est très bien, mais s'il n'y a pas d'emploi, et je pense qu'on a des exemples dans le centre-Bretagne, où voilà, moi j'ai des collègues maires qui ont énormément de mal à garder leurs jeunes, qui pour le coup peuvent s'acheter des terrains pas chers, mais ils ne restent pas. Et pourquoi ils ne restent pas? Parce qu'il n'y a pas d'emploi. Sur la côte bretonne, le tourisme, c'est l'industrie qu'on est en train de perdre en Bretagne. On ne peut pas d'un côté dire voilà, l'agroalimentaire s'effondre et puis en même temps dénoncer cet or bleu qu'est le tourisme. En ce début d'automne, Olivier Lepic tient à nous emmener sur le front de mer. Ce n'est pas la folie du 15 août, mais la plupart des 90 commerces de la commune sont effectivement ouverts. Encore une fois, les résidences secondaires, ce n'est pas juillet-août, les résidences secondaires sont présents sur la commune une grande partie de l'année. Et donc cette zone qui vivait de manière un peu moins intense il y a quelques années, aujourd'hui est une zone de commerce ouvert à l'année et ça a complètement changé. Comme ce magasin de vêtements qui est ouvert à l'année, comme beaucoup d'ailleurs de ses collègues. Bonjour madame. Bonjour. Alors, on se demandait justement, quand on est commerçant dans une cité balnéaire comme Carnac, est-ce qu'on arrive à ouvrir toute l'année? On arrive à ouvrir toute l'année, oui. La preuve en est, nous sommes au mois de septembre et nous sommes ouverts 7 jours sur 7, toute l'année, et ça fonctionne. Alors évidemment, à partir de avril, ça fonctionne mieux parce que les résidences secondaires sont ouvertes, les gens viennent. Mais toute l'année, on peut fonctionner absolument. Vous avez des clients comme ça qui reviennent? Bien sûr, on les voit le week-end, on les voit dès les vacances, et ils viennent ouvrir et ils louent aussi, donc ils louent leur maison, donc ça permet à d'autres personnes de venir, de découvrir la région. Pour l'INSEE, Carnac compte 4300 habitants. Les résidences secondaires portent cette population à 11 000 habitants en moyenne à l'année. Beaucoup consomment, font rénover leur maison, une manne de plusieurs millions d'euros pour les artisans locaux. Ces résidents paient aussi des impôts, ce qui permet à Carnac d'investir jusqu'à 14 millions d'euros par an dans des infrastructures dignes d'une ville moyenne. Derrière les volets clos se cache finalement une vie économique prospère et très active. Alors Jean-Luc Chenu, le syndrome des volets clos concerne aussi la Côte d'Émeraude, dans votre département, l'Ille-et-Vilaine, à l'heure où il y a la flambée des prix qui chasse notamment les jeunes du littoral. Est-ce qu'il faut réguler ce syndrome de maison secondaire vide? Est-ce qu'on peut le réguler, quitte à revenir sur le droit de propriété privée, par exemple? Alors, je pense que les premières initiatives, bien sûr, en matière de logement, ce sont des compétences communales ou intercommunales et que le département peut venir en appui. Alors, il y a deux types de volets clos. Il y a les volets clos liés à la vacance et il y a les volets clos liés aux résidences secondaires. Globalement, en Ille-et-Vilaine, notre taux est 2 fois inférieur au taux régional et je pense très inférieur à ce qui se passe à Carnac, même si, bien sûr, sur la fraction littorale, c'est quelque chose qui se développe. Alors, là, on n'est pas dans de la vacance. Et on est aussi dans de la gestion de l'investissement et souvent du type de production de logements qui peut tendre vers cela. En Corse, on en est jusqu'à proposer presque un statut de résident et réserver des biens immobiliers à ceux qui habitent depuis 5 ans sur l'île. Est-ce qu'on pourrait appliquer ça en Bretagne pour juguler ce problème? Je ne pense pas que ça corresponde à l'acuité de la situation. Bon, il y a des spécificités insulaires et d'ailleurs, je crois que même au niveau de la Constitution, ce qui était envisagé en Corse posait quelques difficultés sur le plan juridique. Je ne pense pas qu'on soit à ce stade d'acuité de situation en Ille-et-Vilaine. Alors, on a parlé là de tourisme, de l'or bleu. Ça concerne bien évidemment votre département. Et il y a une mesure là qui fait grincer des dents chez les professionnels du tourisme, c'est la majoration de la taxe de séjour que vous avez choisie, 10%. Une taxe additionnelle serait ponctionnée sur les professionnels du tourisme. Nécessaire Bien, je pense, là aussi, c'est une question d'arbitrage. Alors, j'aurais tendance à dire que c'était un peu une tempête dans un verre d'eau, parce qu'on fait une très forte focalisation sur une taxe additionnelle. C'est pas rien, dans un contexte de forte concurrence entre les zones touristiques en France, c'est pas rien. Mais plus de 65 départements
de France ont déjà instauré cette taxe additionnelle. Le département voisin des Côtes-d'Armor l'a fait l'an passé. C'est aussi une question de vouloir se doter de moyens pour développer l'activité touristique au service des professionnels également. Et je redis que beaucoup de communautés se sont émues. Il y a eu cette concertation parce que les professionnels et notamment les communautés de communes disent oui, on ne nous a pas concertés. Certes, mais on est dans l'exercice d'une compétence départementale et je dirais que réciproquement, que les communautés, quand elles ont instauré la taxe à 100% pour elles, n'ont pas consulté le département sur l'opportunité ou non de le faire. C'est de leur responsabilité et j'en ai pris acte. J'aimerais un petit peu de réciprocité dans ces relations quand on est dans l'exercice d'une compétence départementale. Alors on poursuit avec l'actualité du département. Rennes accueillera les 7 et 8 novembre prochains le congrès annuel des départements de France, l'Assemblée générale. C'est bien ça? Oui, c'est le congrès. Il y a une assemblée générale statutaire au mois de juin et un congrès chaque année. Dans quel climat? Dans un climat tendu avec l'État, c'est toujours le cas. Je vais vous montrer une photo là. C'est voilà, président de région, président de département, des maires. Vous êtes derrière la CADEC, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor. Unanimité pour dénoncer quoi? Une recentralisation qui est vraiment réelle aujourd'hui? Unanimité pour exprimer une très vive préoccupation sur une tendance lourde que l'on perçoit, une reconcentration, une recentralisation. Concrètement, ça se mesure comment aujourd'hui? Y compris, par exemple, dans les pactes financiers tels qu'ils ont été déclinés, le fait, moi je suis assez favorable à des dispositifs de contractualisation, mais pas en imposant un taux directeur unique, que l'on soit un département, une métropole, que l'on soit un département en croissance ou en décroissance. Et il y a beaucoup de décisions ou de problèmes que les départements posent qui restent sans réponse. Vous êtes le seul département breton à avoir signé la contractualisation avec l'État. Oui, parce que nous avons pu avoir une discussion extrêmement dense avec le préfet. J'ai toujours salué sa disponibilité. Et à un moment, nous étions dans une situation de blocage. Il a fallu provoquer une session extraordinaire le 15 juin. Nous n'étions pas en mesure de délibérer. Le 29 juin, nous avons obtenu des ajustements, des extractions de périmètre qui ont fait que la balance entre les avantages et les inconvénients fait qu'il y avait plus d'avantages à signer qu'à ne pas signer. Ça ne veut pas dire que ce système ne doit pas être amélioré. Alors la contractualisation, c'est justement sur plusieurs années, sur 4 ans, encadrer notamment la hausse des dépenses de fonctionnement. L'objectif, c'est pas plus de 1,2% jusqu'en 2022. Pour 2018, vous dépassez ces projets, vous êtes à 1,9. Oui, c'est une prévision. Il y a toujours un écart. Vous êtes déjà un mauvais élève. Non, nous faisons. Alors, nous avons aussi ce que j'évoquais. La situation entre un département, par exemple, qui va fermer, comme certains collègues me le disent, 6 collèges dans leur mandat. Le département d'Ille-et-Vilaine qui va en créer 4, qui va accueillir 11 ou 12 000 habitants de plus, qui va verser 400 APA supplémentaires chaque année, ne peut pas être comparé à celle d'un département qui, tendanciellement, dans certains cas, son budget décroît naturellement. Et la non prise en compte de ces réalités-là nous pose problème. Mais vous exposez une amende assez forte, 4,5 millions d'euros, je crois. Ah non. Alors, je dirais que si nous n'avions pas signé le contrat et pas négocié, nous pouvions avoir potentiellement une amende de 7 à 8 millions d'euros. Aujourd'hui, au vu de nos prévisions, elle ne devrait pas dépasser 1 million. Et nous discutons nationalement, mais là, tous les départements, pour qu'il y ait des ajustements de périmètre. Et nous ne désespérons pas de nous faire entendre. Alors, le gouvernement vous demande des économies pluriannuelles. Vous les réalisez, ces économies, concrètement? Est-ce que, voilà, il y a eu des arbitrages aujourd'hui de fait? Alors, il y a deux choses. Qui sont les gagnants et qui sont les perdants? D'abord, les départements très fortement participer à la réduction des déficits publics. L'Ille-et-Vilaine, en 2017, reçoit 55 millions d'euros de DGF qu'en 2014. 55 millions, c'est considérable. Pendant la même période, nous avons dû faire face à des dépenses sociales à caractère obligatoire que l'État lui-même nous a transférées. L'APA, le handicap, le RSA. La gestion des mineurs isolés, par exemple? La gestion des mineurs non accompagnés. Alors, justement, sur ce dossier précis qui concerne l'Ille-et-Vilaine, on voit qu'il y a des tensions, notamment à Rennes, sur les mineurs isolés. Leur nombre, apparemment, on regarde ces chiffres, va exploser. Les prévisions, on parle d'un nombre exponentiel. Mais d'un autre côté, vous avez décidé, au sein du département, de maintenir des aides d'urgence. Alors d'un côté, l'État nous demande des économies, et d'un autre côté, vous vous plaignez que l'État ne vous accompagne pas, mais vous maintenez quand même des aides d'urgence. Parce que nous avons des dispositifs qui, à un moment, tombent dans la notion d'assistance humanitaire pour des personnes qui se trouveraient totalement démunies et qui peuvent, en général, celles que l'on aide, sont des familles avec enfants. Et le département a des responsabilités au titre de la protection de l'enfance. Alors, on pourrait aussi s'exposer à une situation de non-intervention qui serait tout à fait critiquable. Sur notre critère, assumez ce choix. Nous l'assumons, mais notre critère fondamental, c'est d'apprécier les situations non pas par rapport à une nationalité, mais par rapport à une notion de majorité ou de minorité. Par contre, nous considérons que ces flux migratoires sont d'abord une responsabilité régalienne et que l'État doit nous aider financièrement à y faire face. Et nous sommes prêts avec nos équipes à y faire face. Alors, autre poste
possible d'économie, le temps de travail. Alors justement, la Chambre régionale des comptes vous a un peu tiré l'oreille en constatant eh bien, que les agents du département n'étaient pas aux 35 heures par semaine, mais aux 33 heures. Alors est-ce que vous allez revenir dans les clous? Est-ce que des discussions sont en cours? Sachant que les syndicats, eux, disent on revient aux 35 heures, ok, mais il y a 100 000 heures de travail supplémentaires qui n'ont pas été payées. Alors, on trouve un point d'équilibre, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la situation qui prévaut au département est extrêmement ancienne et elle remonte même à une époque où c'était l'actuel maire de Vitré qui a signé cet accord. Dans des conditions, effectivement, qui étaient sensiblement même inférieures en temps de travail à ce qui s'est passé à la ville de Rennes à l'époque ou à la métropole. Aujourd'hui, j'ai pris acte d'une situation qui est considérée comme anormale. Et j'ai, dès le mois de juin dernier, indiqué qu'en 2 années, nous serions au curseur des 1607 heures. Alors, nous sommes dans un petit peu le dur de la discussion avec les organisations syndicales, mais ce principe, pour moi, me semble être un principe d'équité avec l'ensemble du monde du travail, avec l'ensemble de la fonction publique, d'ailleurs, qu'elle soit de l'État ou dans d'autres secteurs. Après, quel est le niveau des compensations? Alors, quand on me parle de ces 100 000 heures faites en plus, je dirais qu'elles sont concentrées quand même essentiellement et très très largement sur quelques centaines d'agents qui exercent des fonctions d'encadrement et des fonctions relativement élevées, et que par contre 20% sont diffusés sur un très grand nombre d'agents, mais là ça représente plutôt, ça se compte en quelques dizaines de minutes. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières propositions du mouvement Les Républicains justement pour diminuer le déficit public, notamment sur le temps de travail des fonctionnaires qui proposent un retour aux 39 heures pour les fonctionnaires. Pour vous, ce serait une nécessité? Non, là, je m'opposerai à cette mesure qui sera une mesure de régression sociale, parce que je pense que les 35 heures sont un acquis collectif dans notre pays. Mais par contre, aujourd'hui... On a encore les moyens des 35 heures aujourd'hui dans les collectivités? Oui, oui, je pense, comme dans l'ensemble de la société, dans l'ensemble du monde du travail. Je pense qu'on ne doit pas créer du coup inversement une disparité entre fonction publique et monde du travail. Par contre, mon sujet du moment, c'est l'harmonisation avec le monde du travail, donc 1607 heures. Pour terminer sur la décentralisation, vous allez lancer avec 8 autres départements, vous avez souhaité lancer une expérimentation sur le revenu universel. Là, le gouvernement vient d'annoncer un plan de pauvreté avec un revenu d'activité universel. C'est deux mêmes choses, non? Nous étions déjà en fait 13 au départ, nous sommes désormais 19 et nous allons déposer donc la semaine prochaine. Mais vous n'allez pas faire doublon avec le plan de pauvreté? Le contenu est un peu différent. Ce n'est pas le même périmètre, il n'y a pas la notion d'inconditionnalité. Est-ce que ça vaut encore le coup d'expérimenter ça? Eh bien, moi je pense que ce qui vaudrait le coup, et je dis chiche au gouvernement, au Parlement, c'est d'expérimenter les deux modèles. Parce qu'on pourrait très bien, les contours du dispositif gouvernemental, il y a des éléments communs avec les nôtres. Il y a des éléments différents. Quand on nous dit que l'heure est plutôt à l'expérimentation, à l'innovation locale, eh bien pourquoi ne pas expérimenter les deux de façon scientifique et dans 2 ans, regarder les avantages et les inconvénients, y compris de notre dispositif, qui a sans doute quelques défauts aussi, mais qu'on soit dans cette approche, eh bien on fait les choses, on regarde et dans 2 ans, on évalue. Je voudrais terminer le tour d'horizon de l'actualité pour le département, avec notamment cette polémique qui a électrisé en début de semaine le conseil municipal de Rennes. Ça concerne l'autorisation du port du burkini dans les piscines rennaises. Depuis cet été, le règlement intérieur a été assoupli, puisqu'il permet désormais le port des caleçons, des shorts de bain, et automatiquement autorise le port du burkini, qui est un maillot de bain intégral. Vous avez justement, vous signé au département, une charte de la laïcité. Je voudrais avoir votre avis. Est-ce que pour vous, ça, c'est symbole de liberté ou un symbole de soumission? Alors là, ce n'est pas un burkini, ce que vous me montrez là. Je crois que le débat qui est porté et qui a un petit peu enflammé les passions, moi je trouve qu'il est tout à fait démesuré par rapport à l'ampleur des problèmes qu'on a aujourd'hui à traiter. La laïcité, d'abord, c'est une posture des agents publics, une garantie de neutralité. C'est dans ce sens-là que nous avons travaillé au département pour que tous les agents publics dans l'exercice et les élus soient dans cette posture de neutralité. Donc vous êtes plutôt sur la ligne Nathalie Appéré? Oui, de dire que cette problématique-là est d'abord la laïcité ne règle pas, par exemple, les codes vestimentaires. Chacun garde la liberté de s'habiller. Est-ce que vous mettez par exemple à la place d'enseignants qui demandent à des élèves de ne pas porter le voile au sein d'un établissement scolaire et dans la même journée peut aller à la piscine et là on leur autorise le maillot de bain intégral? La question qui pourrait se poser, mais je pense que là il faut que ce soit traité non pas au cas par cas dans telle ville, ce serait une réflexion nationale. Il y a déjà des mesures effectivement dès lors qu'on a affaire à des enfants mineurs dans un cycle éducatif, d'harmoniser les pratiques. Ça ne me choquerait pas. Par contre, le débat qui a émergé, qui me semble vraiment surdimensionné par rapport à la réalité de ce problème, aujourd'hui, je dirais, ce qui compte dans une piscine, ce sont les problématiques de sécurité, de salubrité, d'hygiène publique, dès lors qu'elles sont garanties. Vous êtes aussi un peu sur la ligne du député de La République En Marche, Moussa Falabit, qui dit que ce serait un mauvais signal envoyé à une communauté. Ça m'arrive d'être parfois sur la ligne de certains députés. Je n'ai pas de position systématique dans ce domaine. Je suis plutôt sur une position d'apaisement et d'éviter de créer des clivages. Là, on doit plutôt essayer de rassembler et de traiter le bien vivre ensemble.
Alors, on va passer au décryptage de la semaine. Jean-Luc Chenu, on va encore parler du département en posant cette question dans le millefeuille administratif français qui existe toujours. Est-il aujourd'hui l'échelon de trop? Avant de voir cela avec notre politologue Thomas Frino, revenons un peu en arrière. Il y a 4 ans, à l'occasion de son premier discours de politique générale, un Premier ministre, en l'occurrence Manuel Valls, appelait de ses voeux un Big Bang territorial et annonçait pour 2021, projetait pour 2021, la fin des départements. On écoute. Je propose de réduire de moitié le nombre de régions dans l'Hexagone. Mon dernier objectif est d'engager le débat sur l'avenir des conseils départementaux. Ça sera un débat qui devra prendre du temps. Il sera long, je le sais, mais je vous propose leur suppression à l'horizon 2021. Et le département qui est toujours là. Bonjour Thomas. Bonjour, le département avec la commune qui est un des échelons les plus anciens de notre République, c'est celui aussi qui a été peut-être le plus souvent remis en cause. Oui, parce que la commune, c'est la cellule de base de toutes les démocraties. Elle est inattaquable partout. Ce qui a été attaqué dans la commune, ce sont finalement ses frontières et le morcellement communal. Alors que le département, c'est son existence même qui a été attaquée. D'abord, historiquement, pour son artificialité, ça s'est passé. Et puis ensuite, pour son incapacité à assimiler le fait urbain, du fait de sa vocation ruraliste, de la géographie électorale, de son échelle, trop petite ou trop grande, d'une institution jugée conservatrice, avec des notables, et puis d'une institution qui aujourd'hui est devenue plus dispensable du fait de la structuration et de l'agrandissement des intercommunalités. Alors justement, on va regarder ce dernier sondage IFOP, un sondage, 52% des Français sont pour la suppression des départements. 71% ne connaissent même pas le nom du président de leur conseil départemental. Est-ce qu'on peut dire que c'est une structure, un échelon, on va dire, de proximité ? De proximité, non, parce que la proximité en France, c'est le bloc communal. Quand on dit le bloc communal, c'est les communes et les intercommunalités. Donc sa vocation dans la décentralisation française aujourd'hui, c'est d'être un échelon intermédiaire entre la proximité et la région sur un rôle plus stratégique. Néanmoins, je constate que les départements dont les livres viennent ont mené en revanche des politiques de déconcentration de leur organisation et des agences départementales pour néanmoins se rapprocher des territoires et jouer ce registre de la proximité. Jean-Luc Chenu, est-ce que vous sentez ce lien entre l'institution départementale et le citoyen? Oui, alors j'ai entendu des choses que je ne partage pas dans un certain nombre de domaines. Alors, en général, je pense que moins on connaît le département, moins on en parle bien. Et que le département d'Ille-et-Vilaine, par exemple, chaque mois, c'est 50 000 personnes qui sont bénéficiaires d'une intervention directe du département au titre du handicap, des personnes âgées, de l'insertion, de la protection de l'enfance. C'est un maillage extrêmement précis, 22 centres départementaux. Pour ceux qui en bénéficient, c'est une réalité. Et ceux qui en bénéficient sont notamment nos concitoyens les plus en situation de fragilité. 22 centres départementaux d'action sociale sur tout le territoire. Et ce n'est pas simplement, comme certains le laissent parfois penser, une fonction de guichet. C'est de l'accompagnement social individualisé. Oui, mais de ce point de vue-là, je dirais que l'État lui-même a un maillage de proximité et produit des politiques qui sont proches des citoyens. Donc ce que je veux dire, ce n'est pas parce qu'on produit des politiques de proximité qu'on peut être considéré en France comme l'échelon de proximité, me semble-t-il. Est-ce que la loi NOTRe a vidé un peu de sa substance le rôle du département ? En partie, faute de le supprimer, comme on l'a vu dans le discours de Manuel Valls, il y avait un scénario un peu, vous savez, à l'italienne, où on a affaibli les provinces. Simplement, je constate que finalement, le législateur n'est pas allé aussi loin dans l'évidement des compétences qu'il en avait l'intention. Le département garde l'action sociale, mais n'a plus, par le exemple, collège, l'action économique. surtout, ce qui était envisagé, c'était le transfert des collèges et de la voirie, et ça, c'est resté dans le giron. Mais je note, par ailleurs, que là où l'acte 1 de la décentralisation dans les années 80 et l'acte 2 de la décentralisation dans les années 2000 avaient renforcé le département, de manière inédite, la loi NOTRe, quand même, le fragilise, notamment le prive largement de son action économique, de sa clause générale de compétences, et organise certains transferts. Alors, à l'heure où les métropoles se développent, on dit que ce sont les grands gagnantes de la loi NOTRe, à l'heure où on parle notamment en Bretagne d'une assemblée unique, est-ce que, Jean-Luc Chenu, vous pensez que le département a vraiment encore un avenir? J'en suis convaincu. Et peut-être encore soutenu. Il est le seul à pouvoir garantir l'égalité de traitement et la péréquation pour faire, par exemple, quand on est bénéficiaire de prestations sociales, eh bien, on aura exactement les mêmes droits qu'on soit à Louvigné du Désert, à Rennes, à Redon, à Fougères ou à Saint-Malo. Par cette capacité de péréquation, des collectivités de type communauté de communes sont dans l'incapacité d'assurer ce même niveau de service. Pour terminer, Thomas, est-ce que le département est une entité supprimable, on va dire? Est-ce que l'État pourrait reprendre à son compte, par exemple, l'action sociale? Pour vous répondre, en fait, c'est un avenir départemental qui ne s'écrit pas de la même manière partout, selon les configurations territoriales. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le Cantal ou la Creuse, dans du rural, le département peut avoir toute sa place et sa vocation à rester ce qu'il est. En revanche, dans les Hauts-de-Seine, on peut imaginer, donc
On est dans le scénario de la différenciation territoriale. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que l'ADN du département, c'est la double vocation solidaire. Le social, la montée en puissance d'un département-providence, et la solidarité territoriale avec ce tissu communal rural. C'est les contrats de territoire qu'on connaît en Ille-et-Vilaine. C'est aussi l'aide technique départementale, là où l'État s'est retiré. On voit bien que le département cherche à consolider sa place dans l'aide technique aux communes. Donc il n'a pas encore totalement disparu. Ça me permet de vous poser une dernière question, Jean-Luc Chenu. Les prochaines élections départementales, c'est en 2021. Oui. Vous y pensez? Est-ce que vous représenterez comme conseiller départemental et pourquoi pas comme président du conseil départemental? D'ici là, il se passera beaucoup de choses. Ça va arriver vite, hein, c'est dans 2 ans. Nous sommes juste en train de terminer, j'ai terminé hier soir nos réunions de mi-mandat. Une série de 6 réunions, c'était à Fougères hier soir, donc on a encore énormément de travail. Vous avez déjà une première approche du job, est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que ça vous dirait de rempiler pour dire clairement les choses? C'est une fonction qui est passionnante, elle est exigeante, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Bon, ma motivation est pleine et entière, ma disponibilité pour cette fonction, elle est complète. Maintenant, à chaque moment, je dirais, suffit sa peine. Nous avons encore tout notre projet stratégique à mettre en place et ça nous occupera encore largement dans les 2 années et demie qui nous restent. Donc, donnez du temps au temps. Merci. Restez avec nous. C'est désormais chaque semaine le rendez-vous qui conclut l'émission. Voici le quiz express de Dimanche en politique et c'est Maël Decalan, conseiller départemental du Finistère, un de vos collègues, Jean-Luc Chenu, qui a bien voulu se prêter au jeu. On l'écoute. Ma famille vient des artichauts, mais j'ai été adopté par les oignons à Roscoff, donc plutôt oignons. Les deux sont indispensables, mais centrale à gaz, on en a absolument besoin pour assurer l'indépendance énergétique de la Bretagne. Voilier, j'y consacre beaucoup de temps, j'ai un voilier au port de Roscoff. L'île de Bain, qui est dans mon canton, une des îles du Ponant, elle est magnifique. Bretagne à 5, sans hésiter. C'est pas seulement pour des raisons politiques ou historiques, c'est aussi parce que la Bretagne à 5 aura un poids démographique, un poids économique qui permettra à la région de se faire entendre. J'aime les deux, De Gaulle. J'ai préféré Sciences Po à HEC, on y apprend une grande ouverture sur les choses du passé, les choses de l'avenir. De plus en plus Twitter. Voilà, on arrive au terme de Dimanche en politique, émission que vous pouvez revoir en replay sur notre site bretagne.france3.fr. Vous pouvez également commenter cette émission sur nos réseaux sociaux. Tout de suite, l'édition de la mi-journée avec Stéphanie Labrousse. Merci pour votre fidélité. Très bon dimanche.